Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui devant un CPC 6128 parce que depuis toujours j'utilise mon 6128 que j'ai eu en 1987 et j'en ai un petit peu marre de prendre des risques avec mon CPC d'origine, donc je voulais en avoir un autre. Donc j'ai trouvé une annonce où il se vendait un 6128, la carrosserie est en bon état. Et le clavier aussi. Par contre, il ne fonctionne pas. Et avec ce lot, il y avait une deuxième carte mère de 6128 et comme vous voyez, il manque pas mal de choses dessus. Donc, le but, ça va déjà être de réparer celui qui est dans la boîte. Il a été déjà pas mal modifié, donc je pense qu'il y aura beaucoup de travail à le remettre en route. On va voir en l'ouvrant, mais il n'y a plus de ROM, il manque des puces. Donc, on va essayer d'en reconstituer un. J'ai eu avec quelques disquettes et ce lecteur assez étrange, un lecteur 3,5 qui a été adapté avec une boîte, ma foi, très bien faite et très bien imprimée. Je ne sais pas si je l'essaierai, peut-être. J'avais déjà une solution 3,5 autre, mais ça me permettra peut-être de vous montrer ce que j'utilisais aussi sur l'Amstrad plutôt que des Gotek. Voilà, donc j'ai sorti du matériel, l'alimentation de laboratoire, mon oscillo, parce qu'il va falloir regarder ce qu'il y a dedans, ce qui ne va pas, et j'ai sorti schéma et tout ça, vous verrez ça tout de suite. Donc approchons-nous. Voici donc ce 6128 qui ne marche pas. Alors comme je vous disais tout de suite, j'ai le 6128 et j'en ai un autre sous sa forme la plus basique, c'est-à-dire une carte mère sur laquelle il manque des puces et on a les ROM qui ont été remplacés. Et j'ai l'autre ici qui est plus complet, lui. Je vais pas l'alimenter comme ça, on va déjà l'ouvrir. L'ouvrir n'est pas des plus compliqués, il n'y a même pas une vis et la carte mère n'est même pas tenue. Alors déjà la première chose qu'on peut voir c'est que, c'est ce que j'avais lu sur l'annonce, c'est qu'il avait essayé de remplacer les ROM et qu'il ne marchait plus. Donc il y a des sockets sur lesquels on va être obligé de mettre des ROM. Je ne sais pas ce que sont ces ROM là. Mais je vais me rencarder un petit peu sur le contenu de ces ROM. Elle est marquée AZERTY, celle-là, AZTY ROM. On va regarder si c'est bien. On va regarder celle-là. Ça, normalement, c'est celle qui s'occupe du lecteur de disquette. Donc, qui va là. Et celle-là, ça doit être le BASIC plus l'OS. Mais je vais regarder ça de près. Et pour déjà lui mettre des ROM, après on s'intéressera de l'alimenter avec la ligne de labo, voir s'il n'y a pas de court-circuit. Donc je regarde ces ROM et je vous reprends. J'ai donc extrait les ROM du deuxième 6128, de la carte mère. Et celle-là, je ne sais pas si on arrivera à voir, mais c'est bien une 27C256, donc c'est une 32 kg. Donc c'est bien parce que l'OS fait 16 kg et le basique 16 kg. Donc il faudra vérifier, il faut que je vérifie le contenu, voir si elle est bonne. Et j'ai regardé celle de MS-DOS, donc celle qui gère le disque. Et on peut voir dessus que c'est une 27C64. Pourquoi une 27C64? Elle fait que 8 kg. Alors qu'il en faut 16 pour mettre la MS-DOS. C'est une ROM de 16K, donc c'est déjà ça n'allait pas marcher avec ça. Mais il se trouve que comme je suis en train de faire un autre appareil en parallèle, je vais vous l'apporter. Je suis en train de faire un DDI pour un DDI1 pour un 464, mais ça marche pas. Donc et je trouve pas la panne. Donc il se trouve que j'avais déjà fait une ROM justement qui contient la MS-DOS et c'est bien d'une 27C128, celle-là c'est la bonne. Donc je vais prendre cette ROM là, je suis sûr qu'elle est bonne celle-là, et je vais la mettre sur le 6128 et celle-là je vais aller la ranger quelque part parce que c'est pas la bonne.
et je vais vérifier le contenu de celle-ci. Et ensuite, je les monte sur la machine. Donc on se retrouve devant une VM où j'ai préparé tout ce qu'il faut pour les ROM de la machine. On a ici la MS-DOS que j'avais par avant parce que c'est la ROM qui me servait dans le DDI, mais qui ne fonctionne. La ROM fonctionne, mais le DDI ne fonctionne pas, donc elle est déjà écrite. Je vais la conserver, cette ROM. Et pour ce qui est de la partie OS et basique, en fait, ce sont deux ROM différentes qui sont dans la même. Au lieu de mettre deux puces de 16 kg, c'est une puce de 32. Donc, il faut extraire les deux fichiers OS et basique et les mettre bien dans l'ordre. En premier l'OS et ensuite le basique. Et mon fichier résultat est celui-ci, qui fait bien 32 kg. Donc, je vais démarrer le logiciel pour mon programmateur d'EPROM. Donc on le règle bien pour une 27C256, donc c'est la ST comme écrit sur la puce. Et ce que je vais faire, c'est que je vais charger la ROM que je viens de combiner là. Voilà. Et je vais cliquer sur Vérifie et on va pouvoir regarder si son contenu est bon. Eh bien oui, cette ROM est bonne, donc au moins on avait une des deux ROM sur la carte mère nue qui était correcte, l'autre ne l'étant pas. On va retourner au studio, mettre ces ROM sur la machine et regarder ce que ça donne avec la lime de labo. Donc les ROM sont en place à leur emplacement. Alors, pour l'alimenter, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le ground et le 5 volts et je vais me reprendre dessus. Alors, pour ce faire, on va sortir le multimètre et je vais chercher d'abord sur le 12 volts. Ça va être facile à trouver, je pense. Je devrais trouver un ground sur la prise 12 volts qui est ici. Ouais, c'est la pin de gauche comme la piste le montre. Alors, je vais aller brancher ça là. Ensuite, on a le bouton qui est branché là. Donc, il y a le 5 volts qui arrive au bouton. Quand on met marche, il va sur la deuxième pin. Donc, on va chercher laquelle va au barrel. C'est celle de droite qui va jusqu'à l'arrivée de courant. Donc, on va se brancher sur celle de gauche. Tout simplement parce que l'arrivée de courant arrive sur la pin de droite, par l'interrupteur, revient sur la pin de gauche quand on fait marche pour l'alimenter. Et maintenant, je vais pouvoir mettre une alim de labo. Qui est bien réglé. Bon, c'est pas un super montage, mais ça devrait marcher. Donc elle est au minimum et elle est réglée sur 5 volts. Ah, elle est hors champ. Je vais déplacer un petit peu la caméra. Voilà. Et normalement, on devra avoir de la tension dans la machine. Je vais regarder si je trouve une tension quelque part sur les puces de mémoire. Alors... Bon, j'étais pas branché sur la bonne sortie de mon élément de labo, j'étais sur le juste 5 volts et il n'avait pas assez de courant. Et quand je l'ai branché là, voilà, il est alimenté, mais il me consomme quand même pratiquement 500 milliampères. Donc, et j'ai encore j'ai 4 volts et quelques sur les puces de mémoire.
Oui, 4 volts 20. C'est un petit peu bas, mais les Amstrad ont toujours tendance à être un petit peu bas. Donc bon, je pense que je peux le brancher sur une alim normale. Il n'y a rien qui chauffe. Et bon, l'écran, j'ai branché l'écran, mais comme vous voyez, il n'y a pas d'activité. Il ne se passe rien. Donc je vais pouvoir ranger la lime de labo, le ranger sur une vraie alim. Hein. De toute façon, il n'y a pas de court-circuit. Il n'y a rien qui chauffe vraiment. Et on va passer sur l'oscillo et regarder ce qui se passe. J'ai branché l'oscillo, j'ai pris la masse sur le 12 volts. Je me suis imprimé une petite étiquette qui me montre le pin-out du Z80 et on va commencer par regarder par là déjà si on a une horloge. On a une belle horloge. Qui est bien à 4 MHz. Alors maintenant, on va regarder d'autres choses, comme par exemple si on a des demandes de lecture, de mémoire. Oui, apparemment ça fonctionne. Est-ce qu'on a quelque chose maintenant sur les bus d'adresse ? Bon, mon oscillo n'affiche pas très joli, mais on a quelque chose sur tous les bus d'adresse. On va regarder maintenant les bus de données, mais il semble bien fonctionner ce Z80. On n'a pas grand chose sur les bus de données. Hein. J'en ai deux au moins, qui est D2 et D3 qui vont pas. Et on va regarder maintenant si on a quelque chose sur les arrivées sur les mémoires. Donc c'est la deuxième pin de chaque puce là qui va nous donner l'entrée de la mémoire. C'est bizarre ces superpositions sur les deux derniers bits, mais en tout cas on a quelque chose, donc on devrait vraiment avoir une image à l'écran et on n'a rien du tout. Je vais regarder moi un peu plus ce que je peux vérifier sur cette carte mère et je vous reprends après. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est sur les puces de mémoire, si on a bien le signal casse qui arrive et si elles sortent quelque chose, évidemment, parce qu'on a regardé que les entrées. Donc regardons les sorties, c'est la troisième broche dans le haut de la puce. Bon, bah ça c'est bon aussi. Maintenant on va regarder le casse. C'est la quatrième en bas. Bon, il arrive bien jusqu'au banc de mémoire, donc normalement il n'y a pas de souci. La machine devrait marcher, mais quand je fais d'elle, j'ai pas d'activité. Donc elle essaie de démarrer, mais elle ne démarre pas. Je vois pas trop. Je réfléchis encore et je reviens vers vous. L'Amiga 600 est de sortie pour afficher une image parce que je vais vérifier cette puce maintenant qui est celle-là, l'Amstrad 40010 parce que c'est lui qui génère, comme on le voit sûrement pas très bien, les signaux RGB et Sync. Donc on voit que ce sont les pins 8, 10 et 12 pour le RGB et que c'est la pin 5 pour le Sync. Donc je vais regarder ça.
Bien, c'est pas surprenant qu'on n'ait pas d'image, on n'a aucune sortie RGB de cette puce, pas plus qu'un signal de synchro, donc c'est normal qu'il ne détecte rien. Je pense que pour la suite, je vais amener mon 6128 à moi, on va vérifier qu'il fonctionne, et je vais essayer dedans ce processeur Z80, ainsi que cette puce-là, pour voir si ça fonctionne, si la puce est bonne en la mettant dans une machine qui marche. Donc je réorganise un petit peu tout ça et on va tester ces puces. Donc voici mon 6128 d'époque et comme on voit, il fonctionne très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tester ce processeur qui me paraît un peu bizarre sur l'autre. Et on va le tester sur le mien, donc je vais le remplacer. Cette puce n'a jamais été enlevée, hein, ça se sent. Maintenant démarrons-le. Bon, eh bien, il fonctionne, donc ça veut dire que le processeur est bon. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais vérifier, c'est cette puce-là, la 40010. Donc, je vais faire la même chose, je vais la mettre sur mon 6128. Bon, eh bien, il faut croire que cette puce marche aussi. Donc, j'ai plus rien sur socket sur mon 6128 à moi. Donc, je ne peux pas tester bien davantage les puces. Donc, on va retourner dans l'autre Amstrad. Déjà, on a avancé. On sait que le CPU marche. On sait que cette puce-là marche. On va regarder plus loin, alors. Voilà, je vous reprends pas mal plus tard parce que j'ai fait pas mal de vérifications, notamment sur le CRTC, qui est donc ici et qui est la puce là sur la machine. Et j'ai vérifié quelques pin-on comme ça pour vérifier parce que j'avais toujours pas de synchro qui sortait du CRTC, mais par contre j'ai de l'activité. J'avais pas d'activité sur la pin 24. Qui va sur A9 et j'ai vérifié la continuité entre le CRTC et le CPU et elle n'est pas branchée, la ligne A8 elle n'est pas branchée. J'avais bien la communication jusqu'à la ROM là sur la 4e pin en partant du haut là, donc la pin 24. J'étais bien branché mais pas sur le CPU. Donc, j'ai fait un petit patch wire dessous entre la pin là et la pin là et ça n'avance à rien. Et ensuite, j'ai commencé de regarder sur le schéma. Donc, j'ai ma ROM ici qui est la ROM sur socket là, la ROM système qui contient le basique et l'OS. Et là, c'est le Z80 donc, qui est là-haut. Et j'ai commencé de regarder l'équivalence des pins d'adresse là. Entre le CPU et la ROM, et il y a des fils coupés. Il y en a plusieurs qui sont coupés. Donc je ne sais pas comment la personne a monté son socket sur la machine, mais je pense qu'il a arraché des pads, coupé des pistes, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc je vais être dans l'obligation d'enlever le socket là et de regarder ce qui se passe dessous. Je ne vais pas m'amuser à badger tous les fils entre le socket et le CPU. Je voudrais bien voir le dégât qu'il y a là-dessous. À mon avis, c'est là que se situe le problème. Parce que le CRTC, il n'est pas adressé correctement. Donc, il n'est pas adressé correctement, il ne s'initialise pas. Il ne s'initialise pas, donc il n'envoie pas les signaux à lui. Donc, pas d'affichage. Voilà. Et la machine, puisque le CPU n'est pas connecté correctement à sa ROM, c'est normal aussi que ça n'aille pas.
Donc, eh bien, pour l'instant, je vais vous laisser. Je vais virer cette ROM et ce socket. La MS-DOS, on verra plus tard. C'est pour le lecteur de disquette, mais c'est celle-là qui est importante, hein. L'autre, on peut même, je pense, l'enlever, qui marchera quand même. Mais donc, j'enlève ce socket et je vous reprends plus tard. On se retrouve. Voilà, j'ai fait sauter le socket et quand j'ai vu le dégât qu'il y avait, j'ai pas fait grand chose sauf en remettre un neuf. Et j'ai beaucoup travaillé sur cette carte mère. Alors je vais déjà vous montrer le résultat pour l'instant. Le résultat, c'est qu'on a déjà un CRTC qui commence à s'initialiser. On a une synchro et quelque chose à l'écran. C'est un avancement pour cette machine qui ne faisait rien. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, cette carte mère, eh bien, voilà ce que j'ai fait. En fait, il manquait, toutes les pistes étaient, beaucoup de pistes sont coupées entre les deux ROM. Donc, j'ai rebranché toutes les lignes d'adresse et de data entre les deux ROM, bon, sauf une ligne d'adresse, hein, parce qu'il y en a une d'adresse de moins sur la petite ROM qui fait que 16 kg par rapport à celle qu'on a 32, hein, il y a un bit de moins d'adresse. Et ensuite, j'ai tracé ces adresses et ces datas sur le CPU. Et encore une fois, il y a des pistes qui sont coupées sous ce socket-là que je n'ai pas enlevé. Donc, il manquait des connexions au CPU. Donc, au moins, on a toutes les datas et les adresses qui arrivent au CPU depuis la ROM. C'est pour ça que ça commence à démarrer. Mais maintenant, il y a plein de pistes qui partent de ces ROM et qui vont vers le bas, notamment vers ces portes. Qui sont toutes les quatre identiques pour aller ensuite sur les différentes puces, notamment celle-là et ensuite le CRTC. Donc il va falloir que je vérifie les lignes d'adresse sur le CRTC et que je regarde que j'ai les communications en dessous et que je continue mon patching. Je ne sais pas du tout si j'arriverai à redémarrer ce 6128, mais c'est beaucoup de travail. Donc, j'avance et je vous retrouve plus tard. Encore du temps passé et voici une petite mise à jour. Donc, j'ai commencé à faire revivre ces puces-là. J'en ai deux qui sont bonnes. Il y a encore une connexion qui manque sur celle-là. Mais déjà, c'est mieux. Ça commence à lire la ROM. Et ça commence d'exécuter du code sur le CRTC qui fait son border. Donc on n'a pas les couleurs, mais il reprend vie doucement. Je continue. Je vous reprends après encore beaucoup de debug, de fils de posée et de vérification de ce schéma où j'en ai gribouillé des morceaux. Heureusement que je l'avais, lui. Je vais l'allumer. Et normalement, si tout se passe bien, tada! Voilà, bon, j'ai encore beaucoup de choses à tester. J'ai pas testé si le clavier fonctionnait. J'ai pas cherché à faire marcher le lecteur de disquette ni quoi que ce soit. J'en suis juste là. Et comme vous voyez, il est reparti. Alors, je vais vous le montrer. J'avais rien branché d'autre, vraiment que l'alimentation. Et voilà tout ce que j'étais obligé de faire. Donc, en gros, c'est les ROM qui ont été remplacés, qui ont coupé toutes les pistes. Donc, il a fallu que je refasse les connexions entre les ROM elles-mêmes, leur bus de données de data avec ce qui manquait, qui n'allait plus jusqu'au CPU qui est là. Une pin de data qui manquait vers le CRTC.
et des lignes d'adresse qui manquaient vers les 3, vers le 7 des 4 là, LS153 qui font l'interface avec la mémoire. Et donc forcément ça marchait pas. Et, le dernier truc sur lequel je me suis un peu bataillé, c'est il me manquait A7, mais en fait j'avais un fil qui n'était pas bien soudé sur un LS et voilà, il n'y a guère que celui du bas qui est encore pas raccordé. Donc un CPC comme ça, la prochaine fois que j'en ai un qui est dans cet état-là, je regarderai peut-être s'il n'y a pas une carte mère CPC plutôt que de refaire toutes les pistes et d'y passer une journée complète, parce que c'est ce qui vient de se passer. C'est une journée complète pour trouver tout ça. Donc j'arrête le blabla et je le remonte un petit peu. Il est remonté partiellement puisque j'ai toujours pas mis les vis. Et je lui ai mis un Gotek pour vérifier la seconde ROM aussi. Et pour pouvoir vérifier qu'il fonctionne, donc on va déjà commencer par le clavier. Mais à mon avis, tout marche bien. Bon, et bien pour le clavier, moi j'ai rien à ajouter. Et pour le Gotek, eh bien on va voir si ça marche. J'ai mis le Gotek parce que j'ai pas le câble 12 volts qui part de l'Amstrad pour aller à son écran habituel. Donc eh ben, j'ai mis le Gotek, comme ça c'est plus simple, mais ça testera la même chose, le contrôleur du lecteur de disquette. Et voilà, ça se passe bien. Donc voilà, ce sera tout pour cette fois. C'est ce que je voulais, moi, remettre ce 6128 en marche. Et il m'aura pris du temps et beaucoup de travail, beaucoup de patience à refaire toutes ces pistes, à chercher où elles vont. J'en ferai sûrement une autre vidéo sur un 6128 d'ici quelques temps. Parce que j'ai toujours le second que j'ai commencé à peupler, hein, je lui ai acheté un PIO, ça se trouve à quelques euros sur AliExpress, hein, ces vieux composants là, c'est un composant standard, hein, c'est un microcontrôleur NEC. Ce qui manque, c'est la puce custom Amstrad ici, et là ça va être beaucoup plus difficile de la trouver. Et celui-là a toutes ses rames sur socket, donc il faut s'attendre à plus les LS153 sur socket, plus le CRTC sur socket, plus et les sur socket. Si c'est le même travail que sur l'autre, je pense que je vais aussi y passer du temps sur celui-là. Voilà, donc je vais vous laisser en vous passant une démo qui ne marche que sur un CRT, m'a-t-on dit tout le temps. Donc eh bien, on va l'essayer avec mon adaptateur Péritel sur un LCD. C'est une vraiment petite démo, c'est plus pour montrer ce qu'on peut faire avec les CRTC en les trafiquant. Et pour faire des manipulations à l'écran. Voilà. Et le son de la machine fonctionne très bien aussi. Donc ce sera tout pour cette semaine, en espérant que cette réparation assez extrême de 6128 vous aura intéressé. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.